Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cryptozoologie. Et avant de vous expliquer un peu plus ce qu'est la cryptozoologie, comment j'ai découverte. J'ai découvert par un numéro de Science et Avenir, je dirais dans les années 2000, tout début 2000, et par une émission de Max sur Fun Radio, les plus vieux connaîtront, je dirais aussi fin 90, début 2000, émission qui avait été enregistrée sur magnétophone externe et avec une cassette. Et d'emblée, c'est un sujet qui m'a fasciné. Avant tout, pour parler de la cryptozoologie, je pense qu'il faut en définir les deux termes les plus essentiels. Donc déjà, le terme de cryptozoologie, qu'est-ce que cette discipline, et le terme de cryptide. La cryptozoologie, elle est définie ainsi par son représentant le plus célèbre, Bernard Heuvelmans, qui dit « C'est l'étude scientifique des animaux cachés, soit des formes animales encore inconnues, pour lesquelles sont seulement disponibles des preuves testimoniales ou circonstancielles, ou des preuves matérielles considérées comme insuffisantes par d'aucuns. Pour le dire simplement, la cryptozoologie, c'est la science qui s'intéresse à des animaux dont on n'a pour l'instant que des témoignages oraux ou des indices incomplets. En bref, les espèces animales qui restent à découvrir. Le cryptide, c'est la seconde notion clé à définir. Il s'agit tout bonnement des créatures ou animaux étudiés dans le cadre de la cryptozoologie. Et on va en distinguer globalement trois variétés. Les créatures inconnues et inédites, du type Bigfoot, Yeti, Sasquatch. Des animaux considérés comme éteints, les dinosaures, ou le thylacine par exemple en Australie. Ou alors des animaux qui se distinguent de leurs congénères par une caractéristique exceptionnelle, le gigantisme, le nanisme, ou un individu albinos. Et au sein de cette discipline, des cryptozoologues vont se détacher. Le premier d'entre eux, ça va être en fait le père de la cryptozoologie moderne, Ivan Sanderson, qui va étudier au début des années 60 les primates inconnus. Ivan Sanderson va ensuite inspirer la vocation du plus connu des cryptozoologues, le franco-belge Bernard Heuvelmans. Celui-ci, ami d'Hergé, va notamment travailler sur la survivance de l'homme néandertal en collaboration avec un historien soviétique, Boris Porchnev. Il s'intéressera aux monstres du Loch Ness, au Yeti et au calmar géant. Surtout, il va contribuer grandement à la discipline, en laissant derrière lui une abondante bibliographie. Aujourd'hui, certains de ses livres sont des références. Ensuite, on a Marie-Jeanne Kaufmann, franco-soviétique, décédée d'ailleurs en 2021 à 101 ans, qui a pour sa part participé à plusieurs expéditions dans le Caucase pour prouver l'existence de l'Almasty, un hominidé proche du Yeti. On peut encore citer Jean-Jacques Barlois, qui est lui un ami de Heuvelmans, mais aussi et surtout son continuateur, le continuateur de son œuvre. Enfin, on peut parler du paléontologue Éric Buffetot ou de Benoît Grison. Et quand on s'intéresse à la cryptozoologie, il y a une question qui va très vite apparaître. Quelle réception, quel rapport a la cryptozoologie avec la communauté scientifique. Donc la cryptozoologie, elle entretient des rapports ambigus avec la communauté scientifique. Les thèses par exemple de Porchnev et de Heuvelmans ont été largement rejetées en leur temps. La cryptozoologie a par ailleurs été souvent pénalisée pour avoir accueilli en son sein des farfelus peu rigoureux ou des plaisantins, de nombreux plaisantins qui ont été adeptes de mystification et autres canulars. D'autre part, l'attention du grand public s'est souvent fixée sur le Loch Ness ou sur le Yeti, et ces cas dépassent aujourd'hui le simple aspect scientifique et font souvent l'objet d'interprétations, on va dire encore une fois, fantaisistes. Si la communauté scientifique reste dans une large majorité sceptique quant aux thèses ou à la méthodologie de la cryptozoologie, plusieurs cryptozoologues pourtant furent aussi des chercheurs accomplis dans leur discipline, des paléontologues, des historiens, des biologistes, des zoologistes. Il n'existe pourtant à ce jour aucune formation universitaire dédiée à cette discipline. Cependant, un élément fondamental plaide en faveur des cryptozoologues. Les océans restent largement inexplorés, et de nombreuses espèces restent donc à découvrir. De même, certains territoires difficilement accessibles ou hostiles à la présence humaine
peuvent abriter des espèces jusque-là inconnues. Mais un peu de patience, on y reviendra plus tard. Dans un second temps de cette vidéo, on va s'attarder sur les cas les plus connus. Il existe de nombreux cas de cryptides, et on va en distinguer ici deux types distincts. Les hominidés d'un côté, et les cryptides aquatiques. Il est intéressant de constater que les cas de cryptides hominidés sont répertoriés et documentés en Asie, en Australie, en Afrique, mais aussi en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. On va donc s'attarder sur quelques-uns de ces cas-là. Commençons tout d'abord par le plus célèbre, le Yéti, dont l'aire de répartition se situe sur la chaîne himalayenne. Selon les témoignages, il existerait plusieurs types de Yéti, variant d'une taille de 90 cm à 2,50 m. En ce qui concerne les traces de sa présence, on possède une abondante collection de témoignages des populations locales, ainsi que de nombreuses empreintes. Reinhold Messner, célèbre alpiniste italien, a pu l'observer lors d'une expédition dans les années 80. Il l'apparente pour sa part à un ours bleu du Tibet. Les témoignages vidéo sont rares, je vais vous en partager un ici. Comme nous l'avons évoqué précédemment, le Yéti possède à travers le monde d'autres cousins presque aussi célèbres. Le Bigfoot ou Sasquatch en Amérique du Nord est surtout observé principalement sur la façade pacifique des États-Unis et du Canada. En Asie, on retrouve l'orang pandek dans les forêts indonésiennes et l'almasty dans le Caucase, notamment en Abkhazie où une femelle Zana aurait été capturée et aurait même infanté au XIXe siècle. Une étude génétique expliquerait son apparence massive, son teint sombre et sa forte pilosité par une origine africaine, une hypertrichose, c'est-à-dire une forte pilosité, une hyperpilosité. Zana serait donc arrivée dans le Caucase par le fait de la traite négrière de l'Empire ottoman. Enfin, en Australie, on peut mentionner le yowie, et on retrouve souvent parmi tous les traits communs à ces hominidés une forte odeur, une forte pilosité et le fait qu'ils possèdent la bipédie. Intéressons-nous maintenant aux cryptides aquatiques. Le monstre du Loch Ness, bien sûr, dans un lac au nord de l'Écosse. Malgré de nombreux témoignages, parfois même documentés sous forme de vidéos ou de photographies, la présence de ce cryptide n'a pas pu être prouvée. Il est difficile d'imaginer la survivance d'une population dans un lac de 56 km². Citons encore le cas du Mokelemembe, supposé vivre autour du fleuve Congo. Pour les Pygmées, le Mokelemembe signifie celui qui peut arrêter le flot de la rivière. Pour ce cryptide, on possède surtout des témoignages de locaux qui le décrivent comme un animal de la taille d'un éléphant, avec une tête de serpent, une longue queue fine, de courtes pattes terminées par 3 griffes. Son régime alimentaire est exclusivement herbivore. Depuis une trentaine d'années, les témoignages se sont raréfiés et les hypothèses varient. Pour certains cryptozoologues, le Mokelemembe serait une espèce de dinosaure rescapé. Pour d'autres, il s'agirait d'un rhinocéros semi-émergé, ou encore d'un groupe de crocodiles qui, en rut, vont poursuivre une femelle. Il est temps maintenant d'aborder la dernière partie de cette vidéo, à savoir les réussites qui permettent de valider cette discipline, mais aussi les échecs qui freinent sa reconnaissance, voire la discréditent. La cryptozoologie a souvent souffert de deux maux majeurs. La discipline a été victime de nombreux canulars, tels que l'homme congelé du Minnesota, ou encore des vidéos truquées du Loch Ness et du Bigfoot. En ce qui concerne la validation scientifique, plusieurs cas donnent du grain à moudre à la cause cryptozoologique. Tout d'abord, le coelacanth, qui est un poisson supposé éteint depuis la préhistoire et redécouvert au XXe siècle. On peut encore citer le Saola au Vietnam et au Laos, longtemps considéré comme un mythe et reconnu par la communauté scientifique uniquement à partir des années 90. L'enseignement est de taille. Tous les grands mammifères, celui-ci fait quand même 100 kg, n'ont peut-être pas été découverts. Et en conclusion, si on devait finalement donner un avis sur la cryptozoologie, c'est une science dure ou une pseudo-science. La question n'a pas été tranchée, mais la cryptozoologie reste un sujet fascinant, porteur de potentielles découvertes majeures. C'est aussi la rencontre du rationalisme scientifique de l'Occident et de la culture orale et mythologique des civilisations traditionnelles.